On va plus loin, continue. Place à notre grand débat. Hashtag OVPL si vous avez envie de réagir à l'émission. On va s'arrêter sur ce séminaire autour du maintien de l'ordre organisé aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Une quinzaine d'experts étaient conviés, français mais aussi étrangers. L'idée étant de faire évoluer les méthodes, de s'inspirer peut-être de nos voisins européens. Comment gérer les manifs violentes, comment éviter les bavures, comment éviter les saccages. La crise des gilets jaunes a créé un précédent. C'est ce que nous explique Cécile Sixou. Mars 2016, les manifestations contre la loi travail tournent à l'affrontement avec la police. Une scène répétée quelques mois plus tard lors du démantèlement de Notre-Dame-des-Landes. Mais surtout ces 7 derniers mois avec la crise des gilets jaunes. Les manifestations qui tournent mal sont devenues fréquentes et maintenir l'ordre de plus en plus compliqué pour les forces de police. Elles doivent faire face à de nouveaux phénomènes comme l'augmentation des manifestations non déclarées, mais aussi la hausse des violences dues par exemple aux groupuscules type Black Bloc qui infiltrent les mouvements. Autre changement, l'usage des réseaux sociaux qui permet de détourner les dispositifs des forces de l'ordre. Et enfin, l'hypermédiatisation des événements suivis par les chaînes d'infos en continu. Même si la loi a évolué ces derniers mois avec le texte anti-casseurs voté en avril, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a tout de même souhaité engager une réflexion sur le maintien de l'ordre pour que les forces de terrain soient plus réactives, mobiles et autonomes. Et avec nous pour le grand débat dont va plus loin, Hervé Kempf, bonsoir, rédacteur en chef à Reporter, bienvenue. Denis Jacob, bonsoir, bienvenue à vous. Secrétaire du syndicat alternatif Police CFDT. Marion Guémas, bonsoir, responsable du programme Police-Justice de l'ONG Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture. Et je précise tout de suite pour nos téléspectateurs qui se poseraient la question, nous avions invité un responsable de La République En Marche qui a finalement annulé sa venue quelque temps avant l'émission. Donc nous faisons ce débat à 3. Merci à tous les 3 d'être ici. Ce séminaire, vous le voyez comment, Hervé Kempf? Après des mois explosifs, l'idée de réfléchir à froid pour changer les méthodes en profondeur, peut-être même la doctrine. Est-ce que vous nous dites pourquoi pas? La démarche est saine. Comment vous réagissez à l'organisation de ce séminaire aujourd'hui? Que mieux vaut tard que jamais. Pour ce que j'ai compris de sa composition, elle est un petit peu décevante parce que pas assez large. Et par Parler ailleurs, des experts? Oui, des experts. Et par ailleurs, ce qui a explosé cette année, en quelque sorte, en matière de gestion extrêmement brutale de l'ordre public, enfin de l'ordre public en termes de manifestations, est connu depuis longtemps, est connu au moins depuis 2016, avec les manifestations contre la loi travail. Et ce travail aurait pu être fait avant. Donc je le déplore beaucoup. Et ce que je déplore aussi, c'est qu'il y avait un certain nombre de faits graves qui ont été attestés depuis 6 mois et qu'il y avait un certain nombre d'actions qui auraient pu être prises avant. Là, on se projette encore dans l'avenir, faisons-le. Espérons vraiment qu'un certain nombre de points, notamment l'interdiction de l'usage du LBD, du lanceur de balles de défense et de grenades explosives comme la GLIF4, soit rapidement interdite. Denis Jacob, comment vous la voyez cette démarche? C'est vrai qu'il y a un petit peu polémique autour des experts qui ont été convoqués aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Alors, de mémoire, il y a un ancien patron du RAID, le procureur adjoint de Paris, un sociologue, un général, 2 journalistes. Est-ce que ça vous semble être un casting à la hauteur, suffisant pour parler de ces questions et faire évoluer la doctrine? Alors, ce séminaire, j'espère que c'est un point de départ à l'ouverture de discussions, parce qu'il faut quand même prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé ces derniers mois, de voir l'évolution des mouvements sociaux particulièrement violents et voir comment on peut adapter cette doctrine d'emploi. Donc, si c'est l'ouverture de discussions à venir par le biais d'un grand séminaire, pourquoi pas? Moi, je m'en félicite. Ça fait 6 mois que je demande à ce qu'on adapte le maintien de l'ordre. Ça fait 6 mois que je demande à ce que les moyens mis à la disposition des policiers soient adaptés. Ça fait 6 mois que je demande à ce que la formation des policiers qui ne sont pas des CRS et qui sont intervenus sur les théâtres des manifestations des Gilets jaunes puissent avoir une formation initiale et continue sur le maintien de l'ordre. Mon organisation syndicale Alternative Police appartient à la CFDT qui a fait une tribune ce week-end avec d'autres syndicats sur comment réinventer la police. Mais pour réinventer la police, il faut faire participer les acteurs de terrain que sont les policiers et les gendarmes, puisque seul un vrai retour d'expérience de ce qu'on a vécu au quotidien permettra de ne pas se tromper dans les solutions qui vont être présentées par le politique dans quelques semaines ou quelques mois. Marion Guémas, comment vous la voyez, vous, cette démarche? Vous la trouvez, vous, là aussi, un point de départ, quelque chose de suffisant, à condition que ça débouche sur quelque chose?
Alors disons que sur la prise de recul, même si effectivement les manifestations sont un peu calmées ces dernières semaines, on n'a pas non plus un recul énorme sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Et effectivement, j'espère que c'est que le début d'une concertation, parce que quelques heures sur une journée avec effectivement des personnes dont on peut, enfin voilà, sur lesquelles on peut s'interroger, ça paraît un peu court. Surtout alors les résultats devraient être publiés, d'après ce qu'a dit Christophe Castaner, donc on espère que ce sera le cas. Mais je suis un peu sceptique, voilà, sur qu'est-ce qu'un séminaire d'une journée, vu l'ampleur du sujet, peut effectivement donner. Parce que ce qui peut inquiéter, et on le lit un peu partout, c'est que la doctrine du maintien de l'ordre a déjà évolué, vous allez me dire si je me trompe, Denis Jacob, pendant les manifs des Gilets jaunes et plutôt vers un durcissement. Je rappelle que le préfet Delpuech a été limogé après la journée du 16 mars et vous avez vu comme moi les chiffres sur l'usage des LBD et des grenades de désencerclement en 2018. Ils ont explosé, regardez, plus de 100%. Avant même ce séminaire, est-ce qu'il n'y a déjà pas eu une rupture dans les stratégies du maintien de l'ordre et des méthodes plus dures ? Alors, il y a eu une rupture, c'est évident, parce que le maintien de l'ordre que l'on connaît dans notre pays jusqu'aux manifestations des Gilets jaunes, c'était un maintien de l'ordre qui a été établi depuis des décennies, qui consistait à maintenir à distance les manifestants. Il n'y avait pas de contact et surtout pas de visuel. On était souvent dans des rues adjacentes, perpendiculaires au déroulé d'un cortège de manifestations, justement pour éviter que notre présence soit interprétée comme de la provocation. Sauf que là, on se trouve confronté à un nouveau type de mouvements sociaux. Et je le dis moi depuis, monsieur le disait tout à l'heure, en 2016, on avait déjà tiré le signal d'alarme quand on avait eu les premiers heurts avec les Black Blocs à l'occasion des manifestations contre la loi travail. On avait dit attention, il va falloir penser à redéfinir la doctrine du maintien de l'ordre parce qu'elle n'est plus adaptée au type de mouvements sociaux auxquels on est confronté. Les Gilets jaunes ont confirmé cela. Oui, par un contact physique direct. Et quand vous avez des moyens de défense qui sont donnés aux policiers ou aux gendarmes pour tenir à distance des manifestants et que vous les utilisez avec des personnes avec qui vous êtes en contact direct, ben, malheureusement, il se passe ce qui s'est passé, à savoir qu'on a eu des blessés, comme nous on appelle des dommages collatéraux. Pour être clair, quand on voit les plus de 100%, vous nous dites, là on n'avait pas le choix, on a été face à une forme d'insurrection, quelque chose qui... Alors oui, on a eu une situation insurrectionnelle le 1er décembre et le 8 décembre, il faut pas se voiler la face, oui. On était dans un mouvement d'émeute et de nombreuses situations. Alors, je ne minimise pas ce qui s'est passé, hein, que les choses soient claires. Je ne veux pas qu'on interprète mes propos, mais il y a eu des blessés, c'est regrettable, mais on a eu beaucoup de situations où soit c'était l'usage du LBD, soit c'était l'usage de l'arme de service. On a eu beaucoup de situations dans le cadre de la légitime défense qui auraient pu justifier l'utilisation de l'arme de service. Fort heureusement, mes collègues... Donc à balles réelles. Ben oui, à balles réelles. Donc mes collègues, malgré tout, ont fait preuve comme d'habitude, d'un très grand professionnalisme et d'un très grand sang-froid. On ne peut que regretter tous les blessés, bien évidemment, malheureusement, qui ont eu lieu. Et si je peux me permettre, juste préciser, les grenades de désencerclement, ça peut faire l'objet d'un débat. Nous, on est ouvert à tout. Adapter les moyens non létaux, on y est prêt, il n'y a pas de souci. Mais quand on a l'inconscience de ramasser une grenade, on ne va quand même pas aller dire que c'est une violence policière, quand même. Hervé Kempf. Je crois qu'il y a peut-être un point d'abord qu'il faut peut-être éclaircir tout de suite, c'est que Monsieur Denis Jacob est là et vous représentez un syndicat de police et des fonctionnaires de police et il n'y a aucun souci là-dessus. Je crois qu'il faut quand même rappeler que le maintien de l'ordre, particulièrement en France, est une donnée politique. C'est géré politiquement, c'est décidé politiquement. D'ailleurs, à la différence d'autres pays, par exemple dans l'Allemagne, où quand il y a une manifestation, ça va être les directeurs de la police. Je ne sais pas le nom que ça porte en Allemagne, mais c'est pas le ministre qui a. Donc la doctrine reste la même. Voilà. Oui, mais c'est très important. Ça veut dire qu'en France, c'est quand même une décision politique. Donc, par exemple, des citoyens ou des citoyennes qui ne seraient pas d'accord avec la façon dont le maintien de l'ordre a été mené, ne se tourneraient pas forcément contre vous, contre des policiers, mais diraient c'est monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est monsieur le préfet de police nommé par le ministre, etc. Donc ça, c'est un premier point très important. Donc c'est déjà, par exemple, tout à fait déplorable qu'un député de la majorité présente ne soit pas là. Il a eu un empêchement. Bon, d'accord. Et les autres n'ont pas pu répondre. Bon, alors dans ce cas-là, ça arrive. Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci, je ne veux pas polémiquer. Mais ça, c'est un premier point à insister. La deuxième chose, c'est la gravité des blessés. C'est évidemment qu'il y a eu des situations qu'on va qualifier d'insurrectionnelles, je ne sais pas si c'est le terme juste, mais enfin, évidemment, des choses extrêmement graves. Mais si on regarde le nombre de personnes blessées, et notamment des blessures très graves, c'est pas être blessé seulement, c'est avoir des yeux éborgnés et non pas des atteintes à la vie, à la vision, mains arrachées, comme disait Monsieur Nunez, le secrétaire à l'Intérieur. Et quand on regarde
qui sont ces gens? On voit que très souvent, c'est vraiment des personnes qui manifestaient presque par hasard, enfin pas par hasard, elles savaient pourquoi elles étaient là, mais qui n'étaient pas des personnes dont on a pas le des sentiment... complices de casseurs, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. J'entends Et donc là, ce que on vous sent dites. qu'il y a eu quand même un usage tellement généralisé. Je ne dis pas que dans certains cas, l'emploi de telle ou telle arme n'est pas nécessaire. Je ne suis pas spécialiste de maintien de l'ordre et on peut déplorer des choses. Mais voilà, la réalité est là. Mais on a l'impression qu'il y a eu un tel déchaînement, et vous avez rappelé le chiffre, que là, il y a eu une indiscrimination. Oui, et dont vous n'êtes pas forcément les policiers. Vous laissez répondre en quelques secondes et Marion Guémas. J'entends bien évidemment, et je me répète, il n'est pas question de nier la gravité des blessures qui ont pu avoir lieu. Mais de là à aller dire que c'est des actes volontaires de la part des policiers de viser telle ou telle personne, non mais c'est ce qui est dit globalement depuis le début, qu'il y a une volonté délibérée de blesser telle ou telle personne et que c'est forcément des violences policières. Je comparerai juste tout ce qu'il y a eu comme mouvements sociaux à côté et pour lesquels il n'y a eu aucun heurt, aucun souci, ne serait-ce que la manifestation des infirmiers la semaine dernière. Je pense qu'un point qui est intéressant dans le séminaire qui est organisé aujourd'hui, en tout cas dans le dossier de presse que j'ai trouvé un peu inquiétant, c'est qu'il n'y avait pas de réflexion a priori sur les armes utilisées et le nombre de blessés. Alors que voilà, et puis pour le coup, ça a quand même fait largement débat ces derniers mois. Et je pense que c'est une préoccupation qu'il faut garder en tête. Effectivement, on dote les forces de l'ordre d'armes. C'est pas les policiers qui décident de quelles armes ils ont effectivement sur le terrain. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir parce qu'avant, il y avait certaines armes qu'on n'avait pas. Et on faisait quand même du maintien de l'ordre. Certains pays n'utilisent pas certaines armes que l'on utilise en France. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur ces armes-là, sur leur réelle dangerosité, puisqu'on voit maintenant qu'il y a de plus en plus d'affaires que certaines armes sont en réalité bien plus puissantes que ce que le fabricant annonce, que ce que aussi le ministère donne comme information aux policiers, aux gendarmes sur place. Et je pense que, je pense qu'il y a vraiment besoin de réfléchir à ces armes-là. Quelles armes on utilise, quelles armes on donne aux policiers, dans quelles conditions ils peuvent les utiliser. Le LBD, voilà, on en a beaucoup parlé, il n'était pas censé être utilisé pour du maintien de l'ordre à l'origine. C'était vraiment dans des situations exceptionnelles. C'est ce qui se passe dans d'autres pays aujourd'hui. Il y a une normalisation, vous voulez dire, une arme qui est devenue indispensable malheureusement. Et je pense qu'il faut réussir à prendre du recul sur pourquoi finalement cette arme est visiblement devenue indispensable sur le terrain. Le lanceur de balles de défense était déjà prévu dans la doctrine du maintien de l'ordre, mais de garder à distance des personnes. Alors l'utilisation à 40 mètres et l'utilisation à 10 mètres, c'est quand même pas le même effet. Donc on le dit très clairement, il y a peut-être une inadaptation des moyens non létaux. Moi j'ai proposé, au titre de mon syndicat, la généralisation de l'utilisation des canons à eau, l'utilisation des véhicules allemands avec des sonos très puissantes, parce qu'il y a une incompréhension des manifestants quand on fait des ordres de dispersion, il faut le dire, donc tout le monde n'entend pas correctement les instructions que l'on donne quand on veut disperser. Mais sur les armes non létales, je tiens quand même à préciser que malheureusement, ça fait aussi de la culture de notre pays, qu'à chaque fois qu'il y a un souci avec une arme non létale, ça fait polémique. On a eu le débat avec les tasers, où on a eu malheureusement des personnes qui sont décédées parce qu'elles avaient fait des arrêts cardiaques, mais parce qu'elles avaient un antécédent cardiaque. On a mis en cause les matraques télescopiques, notamment dans le cadre de l'affaire Théo. C'est intéressant que vous disiez ça parce qu'effectivement, on veut ouvrir une deuxième partie sur ce qui est un peu aussi haro sur les forces de l'ordre. Un débat s'est ouvert ces dernières heures sur l'expression violence policière cet après-midi lors du séminaire. Et hier, dans le JDD, Christophe Castaner a été très clair. Je n'accepte pas l'expression violence policière, dit-il. Les procédures sont peu nombreuses au regard des 50 000 manifestations qui ont eu lieu depuis le 17 novembre 2018. C'est vrai qu'il y a des affrontements. N'oubliez pas que 1900 policiers et gendarmes ont été blessés. Une déclaration qui va dans le sillage de celle de la patronne de l'IGPN, dans le Parisien. Je réfute totalement le terme de violence policière, explique-t-elle, ce qui, selon elle, n'empêche pas une remise en question de la police. Écoutez. C'est une réflexion globale qu'il faudra faire et on n'y échappera pas, ça c'est clair. On ne peut pas, ça veut dire c'est terminé, on passe à autre chose. La police nationale d'ailleurs ne fonctionne pas comme ça. On fait toujours des rétextes sur ce qui s'est passé. Là, c'est vrai que c'est un mouvement d'une ampleur inégalée, jamais connu pour la police nationale, et ça méritera effectivement une réflexion comme on va le faire pour le schéma national de maintien de l'ordre. C'est intéressant parce que tout à l'heure vous disiez, Hervé Kempf, finalement c'est le politique qui décide et la police qui subit, et on s'aperçoit que ça retombe quand même toujours un peu sur les policiers. Oui, ça pose un vrai alors problème. qu'elle est en train d'essayer de vouloir évoluer. On va le supposer, je l'espère, on le souhaite, mais je pense qu'effectivement, là, une fois de plus, il y a un problème politique. Alors, 2 points très rapides. Oui, bien sûr. Quand M. Castaner dit la déclaration que nous avons écoutée, en fait, il a dit pour présenter son séminaire aussi, on va avoir une réflexion sur ce que certains appellent les violences policières. Oui, il refuse le terme. Oui, mais on tourne autour du pot, c'est-à-dire qu'on va appeler une réflexion sur que certains appellent violences policières, c'est-à-dire que lui ne s'est pas nommé ce que
tout le monde, on peut le regretter, appelle violence policière et peut-être même pourrait-on pas sûr que Denis Jacob ait envie d'appeler cela des violences policières. On est sur un point juridique. Alors moi, je suis pas avocat, mais si vous voulez, les policiers et les gendarmes utilisent la force proportionnelle, donc ce qu'on appelle une violence légitime, et puis les manifestants n'ont pas les mêmes droits que les policiers. Et là, eux font preuve de violence illégitime. Mais quand on dit qu'il y a eu des violences policières, mais qui a chargé qui dans ces manifestations? C'est quand même pas les policiers qui sont allés d'initiative matraquer les manifestants. C'est des manifestants, enfin pas des manifestants, des casseurs, parce que je fais le distinguo entre la grande majorité des Gilets jaunes qui voulaient manifester pacifiquement et ceux qui se sont infiltrés à ces manifestations uniquement pour s'en prendre aux policiers et ce qu'ils représentent, à savoir l'État. Donc, mais c'est quand même bien des individus qui ont chargé la police, et quand on nous demande de rétablir l'ordre, puisqu'on est là pour rétablir l'ordre et la paix publique, eh bien, on charge et on essaye d'interpeller les fauteurs de troubles. Et malheureusement, là-dedans, il y a des manifestants qui sont entre la police et ces casseurs et qui font l'objet de dommages collatéraux. Pourtant, ça porte préjudice à l'image des policiers. Regardez ce que nous dit Christian Moana, sociologue et chercheur dans le journal 20 minutes. Les manifestants pensent que la police n'est pas là pour les protéger, mais constitue une menace, que manifester représente un risque. Vous le ressentez? Vous êtes d'accord avec ça? Alors actuellement, la CAT mène un travail de documentation justement sur les questions de maintien de l'ordre. On examine, c'est un des points justement qu'on essaye de voir, dans quelle mesure aujourd'hui les pratiques de maintien de l'ordre au sens large, c'est-à-dire que ce soit les armes utilisées, les pratiques judiciaires, etc., peuvent constituer pour certaines personnes un obstacle à le fait de se trouver sur la voie publique, que ce soit parce qu'on manifeste ou parce qu'on est à proximité. Dans quelle mesure on va réfléchir à deux fois à aller à une manifestation parce qu'on a peur pour son intégrité, y compris quand on n'est pas casseur. Et c'est une vraie inquiétude aujourd'hui. Alors il y a ce basculement effectivement au niveau de le travail qui est à peu près identifié par tout le monde et qui s'est vraiment accentué aujourd'hui. Pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, la police a le droit d'utiliser, enfin donc police, gendarmerie, ont le droit d'utiliser la force. Mais voilà, il y a des critères à respecter. Il y a quand même des vidéos. Alors avec toute la précaution qu'il faut prendre avec les vidéos, puisque c'est qu'un moment et on n'a pas le début, on n'a pas après. Il y a quand même des situations où on a l'impression qu'il y a un usage disproportionné. Je pense que c'est ça qu'on entend par violence policière. Effectivement, il ne faut pas caricaturer et dire que par principe, tout acte de violence est une violence policière, puisque, bien évidemment, la loi est du côté des policiers de ce côté-là. Reste que les principes n'ont, je pense, pas toujours été respectés. Je vous rejoins. Et je pense qu'une vraie inquiétude, c'est que l'IGPN, alors j'ai plus les statistiques exactes, parce que moi, j'ai pas le rapport. 265 enquêtes en cours. Et avec une proportion conséquente d'affaires où il n'y aura pas de suite judiciaire, notamment parce que les policiers n'ont pas pu être identifiés. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. Sur 50 000 manifestations qui ont eu lieu depuis le 17 novembre 2018, précise Christophe Castaner. Oui, bien sûr. Et après, il faut bien aussi avoir en tête que tout le monde ne va pas porter plainte. Toutes les personnes qui ont pu être blessées, y compris lorsque c'était une violence qui était disproportionnée de la part des forces de l'ordre, n'iront pas porter plainte. Donc, les chiffres, on ne les a pas, les vrais chiffres de personnes blessées. Oui, une question, une précision. Et je suis très content qu'on discute là sereinement et avec beaucoup de courtoisie. On réfléchit ensemble. Tout à fait, c'est pour ça qu'on est très heureux de venir. Comment dire? Et vous êtes spécialiste de maintien de l'ordre, vous connaissez même beaucoup mieux ça que moi, par exemple. Il y a quand même une différence entre des gendarmes et des CRS qui sont très bien formés. On juge après ce qu'on peut, mais qui sont formés au maintien de l'ordre, etc. Et d'autres unités qui sont soit des unités civiles qu'on revêt d'un uniforme de Robocop, comme le disent les gens communs, des BAC, les brigades anticriminalité, qui ne sont pas du tout formées au maintien de l'ordre parce qu'elles sont habituées à agir dans d'autres, et avec beaucoup de violence là, dans d'autres secteurs. Les détachements d'action rapide qui ont été créés pendant ces mouvements par monsieur Castaner. Et par exemple, si on regarde le chiffre de balles de LBD qui ont été lancées, on sait en tout cas pour la police qu'un relativement petit nombre a été lancé par les CRS et qu'en revanche, un très grand nombre a été lancé par les BAC et les DRA. C'est lié au profil de ceux qui se sont servis de ces armes. Ils ne sont pas formés pour le faire. Ils l'ont fait souvent dans des conditions très graves. Et vous disiez, c'est pour ça que je ne voulais pas reprendre, mais certes, des manifestants n'ont pas été visés. Il semble, et on a beaucoup de témoignages, vous l'avez rappelé, par des vidéos et d'autres, il y a des images aujourd'hui. Il y a eu des tirs tendus on vise des gens et qui ne sont pas forcément des casseurs. Et puis, petit point aussi, et je rebondis un petit peu à ce que vous avez dit, par exemple, le nombre de fois, normalement, les policiers doivent porter un matricule, doivent respecter un certain nombre de règles. Le nombre de fois où on n'a pas ce matricule, où on n'a pas de respect apparent des règles de déontologie ou de discipline de la part des policiers est très préoccupant parce qu'après, il n'y a plus de recours possible. Et d'une certaine manière, je finis là-dessus, pardonnez-moi, ça donne à certains policiers qui ne se comportent
à mon avis pas bien, une sorte de licence pour faire un petit peu n'importe quoi. Et nuit aux autres policiers. Alors, et ça nuit du coup à l'image de l'ensemble des policiers. Alors après, les policiers, ce sont des gens responsables, donc ceux qui prennent l'initiative de ne pas porter leur numéro d'identification, c'est de leur responsabilité. Les compagnies CRS sont marquées sur leur tenue, hein, donc de toute façon on peut, et puis leurs véhicules aussi, donc ils sont identifiables. Là où je vous rejoins, c'est effectivement sur ce qu'on appelle les effectifs de sécurité publique, dont fait partie les BAC, qui elles n'ont pas été formées au théâtre du maintien de l'ordre, mais plutôt à des situations de violence urbaine, puisqu'elles interviennent plus régulièrement dans les cités difficiles. On leur a donné comme seul moyen de protection, parce qu'ils n'ont pas de protection comme les CRS, hein. On leur donne un casque, un petit bouclier, et le seul moyen de défense qu'ils ont, c'est le flashball, enfin le lanceur de balles de défense. Ils ne sont pas en unité constituée avec de la protection, comme ça peut être le cas pour les CRS. Et donc, je l'ai dit en préambule de cette émission, qu'il fallait effectivement revoir la formation de tous les policiers, qu'elle soit initiale et continue, parce que on va avoir, je pense, malheureusement, de plus en plus de mouvements sociaux de ce type, et qu'il va falloir qu'on y fasse face, et que les CRS seuls ne pourront pas être sur, vous le disiez, il y a eu 50 000 manifestations, et bien quand il faut répartir l'ensemble des forces de sécurité sur le territoire national, eh bien on risque de se trouver à un moment ou à un autre faire appel à des gens qui ne sont pas formés. Mais parce que la révision des politiques publiques de Nicolas Sarkozy a fait qu'on a eu 2000 CRS en moins. Alors, dans ce séminaire organisé au ministère de l'Intérieur ont été conviés des intervenants étrangers, je vous le disais, néerlandais, espagnols et allemands. Christophe Castaner ne s'interdit pas de s'inspirer de certains de nos voisins. Je voudrais qu'on l'écoute. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai souhaité mener une réflexion résolument portée vers l'international. Et je remercie tous les représentants des délégations étrangères qui ont bien voulu se joindre à nous. En Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, les mêmes défis existent et nous devons y répondre. Et inspirons-nous de bonnes pratiques, partageons-les. Le ministre de l'Intérieur cite donc l'Allemagne. Alors regardons ce qui se passe là-bas. La philosophie de base, c'est la désescalade. Écoutez. Notre objectif est toujours la désescalade, car il n'y a rien de mieux pour des manifestants violents que d'avoir en face d'eux des policiers qui rentrent dans leur jeu. Les policiers n'ont pas recours à des armes, ils ne sortent même pas la matraque, ils repoussent fermement mais sans violence. J'imagine que vous les connaissez tous, ces modèles étrangers. Est-ce que oui ou non, il faut s'inspirer de l'exemple allemand, par exemple, Marion Guémas ? Alors, je pense qu'il ne faut pas être naïf et on ne peut pas imaginer qu'il y a un modèle parfait de maintien de l'ordre dans un pays et qu'on va le transposer et que tout va fonctionner à merveille. C'est bien évidemment plus compliqué. L'Allemagne, ils ont une histoire aussi, hein, ça a pris du temps de mettre en place cette doctrine. Mais c'est effectivement, encore une fois, un choix politique qu'il faut prendre et assumer. Je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Christophe Castaner parle de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays, puisque pendant plusieurs mois, on nous a quand même dit qu'en France, on ne pouvait absolument pas comparer avec ce qui se passait ailleurs et qu'on n'avait rien à apprendre des autres pays. Donc je pense que c'est intéressant que la réflexion ait évolué. Noter une évolution. Voilà, mais qui est plutôt intéressante. Oui, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être revues. Après, encore une fois, c'est difficile. Je pense comme vous qu'effectivement, il y a un gros travail sur les questions de communication au cours de manifestations. J'ai l'impression d'ailleurs c'est une piste de réflexion il en a beaucoup qui apparaît dans le dossier de presse. Voilà, on a des dispositifs qui sont beaucoup plus modernes dans les pays, notamment en Allemagne, dans les pays scandinaves. Après, sur la question des sommations, ce qui est un peu triste, c'est que c'est des recommandations qui avaient déjà été portées par des commissions parlementaires dans les années 1980, enfin fin des années 80. Et donc c'est un peu dramatique finalement qu'on revienne toujours aux mêmes réflexions alors que les problèmes sont constatés depuis longtemps. Mais ça vous semble possible, Denis Jacob, ce procédé de la désescalade à l'allemande, puisque c'est l'exemple qu'on prend ce soir, au vu de ce que vous avez aperçu lors de ces manifestations de Gilets jaunes, par exemple, ça vous semble possible ? Alors moi j'espère toujours qu'on trouve des solutions le plus pacifiques possible pour éviter au maximum des blessés. Mais là, il y a la question de la faisabilité. Mais la culture française n'est pas non plus la culture allemande. Et il ne faut pas l'occulter. Ben voilà, on est des latins, voilà, donc on a... Moins obéissants que les Allemands, vous voulez dire ? Je pense qu'il y a des dispositifs qui ne sont pas applicables en France, comme des dispositifs français ne sont pas applicables en Angleterre ou en Allemagne. Je rappelle quand même que malgré cette politique de désescalade en Allemagne, on a eu une manifestation il y a 3 ou 4 ans où ils ont quand même eu sur une manifestation 300 blessés. Voilà, donc il y a malheureusement sur des manifestations qui sont en général violentes, on ne peut pas exclure qu'on ait des blessés, parce que dans ce cadre-là, le risque zéro n'existera jamais, malheureusement. Mais je dirais que ce n'est pas la faute forcément des policiers. Il y a effectivement une question politique, c'est aux politiques de prendre les bonnes décisions, de donner les bons moyens et de faire en sorte qu'on ait le moins de blessés possible. Je ne dis pas aucun blessé, parce que
la solution idéale, parfaite, je pense malheureusement, elle n'existe pas. Mais il faut qu'on tende à quelque chose de plus efficace pour éviter tout ce qu'on a pu connaître. Mais on n'empêchera jamais la violence de l'autre côté, de toute façon. Il nous reste 2 minutes. Marion Guémas et Hervé. Oui, très rapidement, il y a effectivement un exemple en Allemagne qui est souvent mis en avant, c'est le sommet du G20 ou du G7, je sais pas, à Hambourg. Voilà, sauf qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que des sociologues, notamment Fabien Jobard, ont montré que c'est un des rares landers où on a une politique de maintien de l'ordre qui est assez dure et qui est peut-être plus proche, enfin qui n'est pas vraiment calqué sur le modèle de désescalade. Et c'est intéressant de voir que finalement c'est là où ça a le plus dégénéré, notamment la violence appelant la violence, c'est ce que vous voulez. En tout cas, voilà, c'est intéressant de voir que c'est pas un lander qui a des pratiques les mêmes que dans les autres. Le land qui n'a pas les mêmes pratiques dans les autres landers, pardon. Hervé Kempf. Je dirais dans le même sens, c'est de dire, et vous l'avez aussi dit, la violence appelle la violence. Donc plus il y a de la part de l'État l'emploi de forces extrêmement équipées de répression, il va y avoir en face, au bout d'un moment, une montée en conflit. Alors c'est l'inverse. Non, plus. Enfin, je ne sais pas si c'est l'inverse. On fait l'objet de violence et nous, on adapte la réponse de la violence qu'on subit. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais là, le temps qui nous reste ne permettra pas d'aller au fond de ce débat. Mais en revanche, je ne sais pas qui est l'œuf et la poule, mais ce qui est certain, c'est que plus on monte, et au bout d'un moment, il faut, et ça, c'est plus de la responsabilité d'un État démocratique, soucieux des libertés publiques, de se dire on va baisser la tension. Et comme vous l'avez dit, il peut y avoir, par exemple, le modèle allemand, c'est pas un modèle parfait, mais il peut y avoir. Il a parlé du modèle espagnol, du modèle néerlandais aussi. Mais l'intensité de la violence et des blessures qui s'est produite depuis 6 mois montre que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas en France. Et deuxième chose, vous avez dit quelque chose de très important, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de mouvements sociaux. Oui. Alors ça veut dire aussi que quelque part il y a un ordre qui est autre que l'ordre policier, l'ordre dans la rue, qui est l'ordre social qui conduit ou pas. Mais ça nous dépasse. Enfin, ça dépasse même la France. Je crois que c'est un peu partout en Europe. Et comment on fait par rapport à ça? En tout cas, je pense que d'apaiser les choses et de revenir quand même à des pratiques plus douces, de ne plus utiliser un certain nombre d'armes qui sont inqualifiables et inacceptables, contribuera beaucoup à faire que la force soit mieux acceptée, en tout cas sa légitimité soit acceptée, ce qui pour l'instant n'est malheureusement plus le cas. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce grand débat. Fin de cette émission. Dans un instant, audition publique. L'invité ce soir, Hugues Rançon, député La République En Marche de Paris, vice-président de l'Assemblée nationale et candidat à l'investiture pour les municipales à Paris. Quant à l'invité de Territoire d'Info, demain il s'agit d'Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.